Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va voir l'essai de traction et plus particulièrement les caractéristiques mécaniques des matériaux. Allez, c'est parti! Afin de pouvoir opérer des calculs de résistance et de déformation sur des structures mécaniques, il va être important au préalable de définir les caractéristiques des matériaux. Les matériaux, c'est ce en quoi sont fabriquées nos structures mécaniques. Par exemple, ça pourrait être fait avec une nuance d'un acier ou une nuance d'un aluminium ou différents polymères. Alors ce que l'on fait, pour pouvoir caractériser leurs caractéristiques mécaniques, on va utiliser des éprouvettes. Des éprouvettes qui vont nous servir dans différents types d'essais. L'éprouvette que je vous ai dessinée ici est une éprouvette en forme d'haltère. Elle a une section ici parallélépipédique en son milieu. Et elle a une prise de mort à ses deux extrémités qui est un petit peu plus large. La prise de mort va permettre de se monter dans une machine de traction qui va venir la pincer de part et d'autre avec des mors un petit peu comme sur un étau et venir générer un effort de traction dans cette éprouvette. On va venir tirer comme ceci et de la même quantité du coup en dessous comme cela. On va tirer avec une vitesse constante à une température bien contrôlée. Ceci permettra de prendre par exemple une éprouvette de cette forme-là dans un alliage d'aluminium quelconque et prendre une éprouvette de cette même forme-là avec un polymère par exemple et de venir comparer le comportement du matériau sans prendre en compte les caractéristiques de l'essai, effectivement la vitesse est constante, ni la géométrie de la pièce qui est tirée, car la géométrie des deux pièces est elle aussi normée sous la forme d'une éprouvette. Alors ce que je vais faire sur cette éprouvette, je vais noter ici sa longueur initiale. Attention, ce n'est pas la longueur totale de l'éprouvette que je vais noter, c'est la longueur de la partie ici qui nous intéresse, qui est à section constante. Et j'ai noté d'autre part la valeur de la section de cette éprouvette. La section, c'est comme si je coupais l'éprouvette à cet endroit-là et que je notais sa surface ici, qui va être la surface tirée. Ensuite, ce que va me donner l'essai de traction, il va mesurer l'effort, il va mesurer le déplacement. C'est-à-dire que quand je vais tirer ici, je vais avoir un mort qui est mobile, qui est toujours le mort supérieur sur une machine de traction, et je vais venir mesurer le déplacement dl ici de la machine. Du coup, le déplacement de la machine ici, mesuré, va venir allonger la partie centrale de l'éprouvette. Et on va considérer que l'élongation du reste de mon éprouvette, la partie altère ici, est négligeable. De cet allongement-là, on va pouvoir définir une grandeur que l'on appelle la déformation. On va noter la déformation, epsilon, qui est égale à l'allongement de mon éprouvette divisé par sa longueur initiale. La déformation n'a pas d'unité parce que le déplacement dl est en millimètres et que la longueur initiale de l'éprouvette, L0, est elle aussi en millimètres. D'autre part, on va noter une autre grandeur que l'on va appeler la contrainte, qui va se noter sigma. La contrainte va être égale à la force de traction, qui va être ici en newton, divisé par la surface tirée de l'éprouvette S. Alors si je mets ma surface tirée de l'éprouvette en millimètres carrés, je trouverai une contrainte qui sera en mégapascal. Effectivement, des newtons divisé par une surface, c'est homogène à une pression, et l'unité de pression, c'est le pascal. Alors comme on a des pressions internes dans le matériau qui sont très élevées, on les exprime plutôt en mégapascal, c'est-à-dire en millions de pascal. J'ai deux grandeurs ici, donc déformation et contrainte, que je vais mesurer à tout instant pendant mon essai de traction. La grandeur déformation et la grandeur contrainte ne tiennent pas en compte la géométrie de l'éprouvette. Effectivement, dans la déformation, j'ai divisé par la longueur initiale de l'éprouvette, alors que mon éprouvette soit plus courte ou moins courte. Grâce à ça, j'arriverai à ôter l'effet de la longueur de l'éprouvette. Et
au niveau de ma contrainte, le fait de diviser par la surface, ça me permettra d'obtenir les mêmes contraintes dans un même matériau avec une éprouvette plus ou moins grosse. Alors comme on sait que ça c'est plus ou moins vrai, c'est pour ça que l'on va utiliser des éprouvettes qui seront normalisées. Maintenant, mettons que l'on note sur un graphique la contrainte et la déformation et que l'on tire sur mon éprouvette. Quand on va tirer sur l'éprouvette, la courbe va venir se tracer au fur et à mesure. Effectivement, l'allongement va augmenter. Et ensuite, la courbe va continuer, va arriver à une sorte de maximum. Et ensuite, en fonction du matériau, ça va soit redescendre et faire un palier. Et ensuite, l'éprouvette va casser, soit faire une forme un petit peu différente. On verra après différentes formes que peuvent prendre nos courbes. On va pouvoir noter différentes grandeurs sur la courbe. Déjà, la première partie de la courbe, la plupart du temps, jusqu'à une certaine valeur, est approximativement linéaire. Cette partie-là, c'est la zone élastique. Tandis que la partie suivante, où il y a des formes plutôt courbes, qui peuvent être différentes en fonction de la nature des matériaux, est la zone plastique. Dans la zone élastique, si j'avais tiré mon éprouvette jusqu'à une certaine valeur dans la zone élastique, et que j'avais relâché ma contrainte, c'est-à-dire relâché mon effort, l'éprouvette serait revenue à sa forme initiale. Elle a le comportement d'un élastique. Alors que si l'éprouvette est amenée dans la zone plastique, elle va subir une déformation permanente, même quand on aura relâché l'effort. Il y a un point de transition entre la zone élastique et la zone plastique qu'on va nommer la limite élastique. La limite élastique se nomme RE. Alors, en pratique, elle n'est pas si évidente que ça à déterminer, parce que la zone élastique est rarement parfaitement linéaire. Des fois, elle a une petite courbure. Et à ce moment-là, on utilise une autre grandeur qu'on appelle RE02. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que la valeur RE, c'est la limite élastique, et c'est elle qui va nous servir par la suite. Ensuite, on peut noter d'autre part que la courbe atteint un maximum. On va l'appeler Rm, comme la contrainte du maximum du matériau. Et enfin, elle va avoir une rupture qu'on va nommer Rr, comme contrainte de rupture de mon matériau. Si le matériau, je prends une deuxième courbe avec un deuxième matériau, si j'ai un matériau qui va se mettre à casser à RE, je tire dessus, j'ai RE qui est égal à la limite de rupture. C'est ce qu'on appelle un matériau fragile. Un matériau fragile est un matériau qui n'a pas de déformation plastique. Et à contrario, un matériau qui a une déformation plastique, c'est ce qu'on appelle un matériau ductile. La forme des courbes de traction peut être multiple. Je peux avoir des courbes parfaitement linéaires dans la zone élastique et sans zone plastique. C'est ce qu'on a appelé précédemment les matériaux fragiles. Après, je peux avoir tout un tas de matériaux ductiles. Je peux avoir par exemple la courbe en bleu ici qui n'a pas de zone élastique linéaire. C'est ce qu'on appelle des matériaux non linéaires. Et à ce moment-là, c'est trop compliqué à calculer pour nous. On ne vérifiera donc pas ce genre de matériaux-là. Après, on a des matériaux qui sont bien linéaires dans la zone élastique, mais après qui ont des comportements plastiques qui peuvent être différents, qui atteignent un maximum et ensuite qui font un palier vers un minimum, d'autres qui font un palier tout de suite, montent vers un maximum et font un palier ensuite, etc. etc. Et c'est vrai que comme on va venir tirer sur tout un tas de matériaux qui sont de familles différentes, des polymères, des céramiques, des métalliques, voire des composites, un mélange de ces différentes familles-là, eh bien les comportements, eux, seront bien différents. On va maintenant essayer d'analyser la zone élastique d'un matériau. Ce matériau-là, c'est un matériau que vous avez rencontré tous les jours qui s'appelle le polypropylène. Le polypropylène, c'est le matériau privilégié des boîtes de Tupperware, par exemple, ou jouets en plastique. Bref, c'est le plastique pas cher et de consommation courante le plus utilisé. C'est un plastique qui est un petit peu mou. On va essayer de caractériser ce qu'on appelle son module de Young. Le module de Young, c'est la pente de la zone élastique. On le nomme grand E majuscule.
et on l'exprime la plupart du temps en mégapascal ou gigapascal. J'ai une contrainte, j'ai une déformation, donc ce que je vais faire, je vais écrire l'équation de la pente de cette zone linéaire. Donc cette équation-là, ça va être la contrainte est égale au module de Young multiplié par la déformation. Alors, dans mon polypropylène, j'avais repéré par exemple que la limite élastique était à cet endroit-là, et pour sa limite élastique, j'avais trouvé une contrainte sigma de 19 MPa. Une déformation de 0,05 ou 5% si je préfère. Ce qui me fait donc 19 est égal au module de Young multiplié par la déformation. Ce qui me permet donc de déterminer le module de Young qui est égal à 19 divisé par 0,05, ce qui me donne donc un module de Young de 380. Au niveau de l'unité, ici, j'avais mis ma contrainte en mégapascal. La déformation n'avait pas d'unité, ce qui veut donc dire que j'avais un module de Young de 380 mégapascal. Le module de Young, c'est la rigidité, c'est la raideur du matériau. À titre de comparaison, un acier a un module de Young de 210 gigapascal, soit beaucoup plus que mon polypropylène. Pour le rigidifier, je peux rajouter à l'intérieur ce que l'on appelle des charges, par exemple des fibres de verre, du talc, des billes de verre par exemple, qui vont lui apporter un petit peu plus de raideur au niveau de son comportement. Je peux aussi utiliser d'autres matériaux si je souhaite avoir une plus grande rigidité. En synthèse, dans cette vidéo, on a vu que pour pouvoir caractériser mécaniquement un matériau, on allait lui tirer dessus sur une éprouvette. On allait noter la contrainte qui était égale à la force de traction sur l'éprouvette divisée par la section de la surface tirée de l'éprouvette. On allait caractériser la déformation qui était égale à l'allongement de l'éprouvette divisé par sa longueur initiale. La déformation n'avait pas d'unité. On pouvait ainsi tracer une courbe de traction. La plupart du temps, la courbe de traction a une première partie linéaire qu'on appelle la zone élastique, et à la rupture de cette zone linéaire, quand on arrive sur des parties courbes, c'est ce qu'on appelle la limite élastique. Après, on va rentrer en plasticité, et nous, on ne veut pas que nos structures mécaniques rentrent en plasticité. Sinon, ça voudrait dire qu'elles auraient une déformation permanente et qu'elles ne respecteraient plus leur géométrie initiale. Cette partie linéaire, comme c'est une équation de droite, a une pente qu'on avait appelée le module de Young qui se calcule tel que la contrainte est égale au module de Young multiplié par la déformation. C'est ce qu'on appelait aussi la loi de Hooke. On pouvait, en ayant noté la limite élastique en termes de contrainte et en termes de déformation, calculer assez facilement ce module de Young. C'est fini, bravo d'avoir bien tout suivi jusqu'à la fin.